Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce journal. Nous sommes le lundi 30 janvier. Voici les titres de cette édition. Benoît Hamon sera candidat à la présidentielle. L'ancien ministre a remporté ce dimanche le second tour de la primaire de la gauche organisée par le PS et ses alliés. Benoît Hamon est arrivé largement en tête face à Manuel Valls au niveau national comme en Vendée. Résultats et réactions au début de cette édition. Les footballeurs du Poiré-sur-Vie et des Herbiers se préparent pour les 16e de finale de la Coupe de France. Les matchs ont lieu cette semaine et avant d'affronter ce mardi Strasbourg, les joueurs du Poiré-sur-Vie ont pu admirer de près le trophée de la Coupe de France. Privilège accordé aux petits poussets. Les genoux sont en effet les plus petits représentants encore en lice dans la compétition. Et puis reportage à la fin de ce journal sur la folle journée. Le festival de musique classique faisait étape ce week-end en région. Plusieurs concerts étaient ainsi organisés, notamment à La Roche-sur-Yon. Dans la capitale vendéenne, près de 8000 places ont été vendues dans le public des amateurs de musique classique, mais aussi des spectateurs moins avertis, attirés par le thème de cette année, la danse. On commence donc ce journal avec le deuxième tour de la primaire de la gauche. C'est donc Benoît Hamon qui a été désigné pour être le candidat officiel du Parti socialiste et de ses alliés à l'élection présidentielle. L'ancien ministre a remporté sans surprise le duel qui l'opposait ce dimanche à l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Benoît Hamon a recueilli 58,71% des voix contre 41,9% pour Manuel Valls. Ce sont les résultats au niveau national. Benoît Hamon est arrivé en tête dans la quasi-totalité des départements français, y compris dans les Pays de la Loire. Sarthe, Mayenne, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée, le député frondeur a distancé Manuel Valls dans les 5 départements de la région. Benoît Hamon a réuni 59,79% des voix dans les Pays de la Loire, contre 40,21% pour Manuel Valls. En Vendée, l'avance est moins conséquente pour Benoît Hamon, mais il est tout de même arrivé en tête, avec un peu plus de 53% des voix contre un peu plus de 46% pour Manuel Valls. L'ancien Premier ministre était pourtant arrivé en tête dans notre département lors du premier tour. Et ces choix des électeurs de gauche met fin à plusieurs jours de campagne parfois tendue entre les deux candidats. Dès l'annonce des résultats, un mot a été prononcé, c'est « rassemblement ». Le PS est en effet apparu très divisé ces dernières semaines. Benoît Hamon aura pour défi de réunir son camp. Je vous propose d'écouter Sylviane Bulto qui défendait la candidature de Manuel Valls et Martine Chantecaille, soutien de Benoît Hamon. La règle du jeu des primaires, c'est de soutenir, quand on est militant socialiste en tout cas, de soutenir celui qui remporte ce scrutin. Mais il faut bien sûr que Benoît Hamon trouve les conditions du rassemblement de sa propre famille politique avant tout. Avant de nous parler de rassemblement avec d'autres partis politiques, il faudra bien sûr qu'il parle aux militants, qu'il parle aux députés, je vous rappelle qu'il est député et que dans le groupe socialiste, depuis qu'il y a les frondeurs, c'est extrêmement compliqué. Et là, je crois qu'il va falloir qu'il trouve les mots. Je pense que sa candidature rassemble déjà à gauche. Moi, j'ai vu dans le comité de soutien des écologistes, j'ai vu également des gens sympathisants du Front de gauche, des citoyens tout simplement qui ont envie d'une gauche réelle, fidèle à elle-même et qui avance. Les électeurs ont envoyé un message clair, un message d'espoir, la volonté de tourner une page, d'en ouvrir une nouvelle, avec une gauche qui s'assume, une gauche qui est fière de ses valeurs. Et la participation pour ce second tour de la primaire de la gauche a été plus forte que lors du premier tour. Un peu plus de 17 000 Vendéens sont allés voter ce dimanche. C'est 3 000 de plus que la semaine précédente. Au niveau national, le cap des 2 millions de votants a été dépassé. Une mobilisation qui reste timide si on la compare à la primaire de 2011 et à celle de la droite organisée en novembre dernier. Mais le premier secrétaire du PS en Vendée, Stéphanie Barra, veut croire que ce sursaut des électeurs de gauche est un signe positif pour la campagne présidentielle qui s'annonce. En Vendée, à 17h, on avait déjà dépassé de plus de 1300 votants le nombre de votants du premier tour. Donc ça, c'est bon signe pour la suite, parce que c'est qu'une première étape. On a une présidentielle derrière. Et du coup, maintenant, on a un candidat, le Parti socialiste, pour la présidentielle. Donc il a du travail devant lui. Rassembler la gauche et puis commencer la vraie campagne des présidentielles. Donc je crois qu'on attend tous ce moment d'action maintenant.
Image et interview signée Jimmy Guérin. Et puis un dernier mot de politique avec les élections législatives. Un deuxième élu, les Républicains, est en lice pour se présenter dans la 3e circonscription, celle de la Vendée littorale. Il s'agit de Noël Fauché, le conseiller départemental et président de la communauté de communes de Noirmoutier l'a annoncé ce week-end. Il y a 15 jours, c'est pourtant Yannick Moreau qui a obtenu l'investiture officielle du parti de droite. Mais investiture ne signifie pas candidature. Le député sortant n'a pas fait officiellement part de ses intentions. Dans le reste de l'actualité, l'Internet à très haut débit se développe en Vendée. L'opérateur Orange a été retenu pour déployer la fibre optique dans les agglomérations de La Roche-sur-Yon et des Olonnes. Dans le reste du département, c'est un organisme public, Vendée Numérique, qui est chargé de construire un réseau capable d'augmenter le débit d'Internet pour les foyers du département. Un plan de 100 millions d'euros est programmé et les premiers travaux viennent d'être lancés à Chaland. C'est la première ville à en être bénéficiaire. Le CIDEV et Vendée Numérique profitent en fait de travaux sur les réseaux souterrains pour installer la fibre optique. Les premières prises haut débit seront disponibles dès la fin de cette année pour certains foyers et entreprises chalandaises. Nous commençons à déployer la fibre chez les habitants. C'est un immense chantier qui commence pour la Vendée et nous commençons aujourd'hui sur Chaland. Il fallait qu'il y ait une ville qui soit la première. Chaland est un symbole pour nous, c'est la 2e ville de Vendée et donc une ville dynamique tant par sa démographie que par son économie. Donc nous avons fait le choix de commencer à implanter donc cette fibre optique qui est l'élément indispensable pour la communication électronique de demain. Et le déploiement de la fibre optique en Vendée est prévu pour se poursuivre jusqu'en 2020. 13 villes et 1 millier de sites prioritaires comme les hôpitaux, les écoles ou encore les zones d'activité ont été retenus. D'ici 3 ans, la moitié des foyers vendéens devraient posséder un accès à l'Internet très haut débit. On ouvre une page sport à présent avec d'abord l'un des événements qui va marquer cette semaine. C'est la Coupe de France de football. On le rappelle, il y a 2 clubs vendéens encore en lice pour ces 16e de finale. Il s'agit des Herbiers et du Poiré-sur-Vie. Le Poiré-sur-Vie, club de DH, c'est-à-dire de 6e division. C'est le petit pousset de la compétition, un statut qui a permis aux Genoux d'accueillir la semaine dernière le trophée de la Coupe de France. Plus exactement une réplique officielle de la Coupe que brandira le vainqueur en mai prochain au Stade de France. Ce sera peut-être d'ailleurs le Poiré-sur-Vie. Les joueurs et leurs supporters en rêvent. Grégoire de Châtillon. Le trophée de la Coupe de France à la maison, vous ne rêvez pas. Pour encourager le Poiré-sur-Vie, le petit pousset de la Coupe, le PMU, partenaire de la Fédération française de foot, leur a offert ce cadeau. Le temps d'une soirée, une émotion palpable chez les joueurs, mais aussi chez les supporters, venus nombreux regarder d'un peu plus près ce trophée dans le bar PMU de la commune. C'est impressionnant de l'avoir de si près parce qu'on n'a quasiment aucune occasion de l'avoir. C'est surtout dans les grands clubs comme les joueurs de Ligue 1 qu'on peut l'avoir. C'est une coupe qu'on regarde beaucoup, qu'on regarde à la télé. Là, l'objectif, c'est de la voir en vrai. Et le club qui pourra la toucher, ça sera le club finaliste et vainqueur de la finale. Et ça, cela fait rêver les joueurs du Poiré-sur-Vie. Maintenant qu'on est dans la coupe, on va essayer d'aller jusqu'au bout, même si on sait que c'est très très dur. Mais on va tout faire pour passer au moins ce tour-là contre Strasbourg. Pour moi, tout est possible. Donc voilà, ouais, c'est vrai que ça fait rêver. On ne la touche pas parce que ça va porter malheur. Donc non, c'est une bonne récompense. Puis voir que ça attire du monde, donc c'est bien, c'est bien. C'est ce que constate le patron du bar, honoré d'accueillir la coupe. C'est un grand honneur donc de recevoir la Coupe de France. Je crois qu'on a la fierté donc dans une petite commune comme la nôtre, donc que la Coupe de France soit en Vendée. Lors de cette soirée, les maillots du match de demain contre Strasbourg ont été remis aux joueurs avec le logo spécial Petit Pousset. Pour ces 16e de finale, les Genoux en division d'honneur auront fort à faire pour battre cette équipe, 6e de Ligue 2. Le match se jouera à 18h ce mardi au stade de Lidonnière du Poiré-sur-Vie. Un mot du Vendée Globe, les 12 skippers encore en course sont désormais tous dans l'Atlantique. Le dernier à avoir quitté les mers du Sud, c'est Sébastien Destremo. Celui qui referme la flotte a passé le Cap Horn ce dimanche en début d'après-midi. C'est la première fois que le marin franchissait cette pointe sud de l'Amérique. Et il était plutôt impressionné par le paysage. Je vous propose de l'écouter. Au loin là-bas,
les glaciers du Chili éclairés, qui brillent, éclairés par un rayon de soleil. Juste là, la côte complètement déchiquetée par des milliers et des milliers et des milliers de tempêtes. Et puis juste là, derrière moi, à quelques milles, le Cap Horn. Le Cap Horn. C'est incroyable. Incroyable d'être là. Et à l'avant de la flotte, Conrad Coleman, lui, vient de passer l'équateur. Le skipper néo-zélandais a retrouvé l'hémisphère nord ce lundi matin vers 9h45. Il pointe actuellement à la 10e place du classement et il suit de près le Français Éric Bellion. Le skipper de Comme un seul homme, 9e, a franchi l'équateur dans la nuit de samedi à dimanche. Ils entament donc désormais tous les deux la dernière partie de leur tour du monde. Et jetons d'ailleurs un coup d'œil sur les prochaines arrivées prévues au Sable d'Olonne. C'est Louis Burton qui est attendu cette semaine. Le skipper de Bureau-Vallée devrait, sauf surprise, être le 7e à franchir la ligne d'arrivée. Ce sera jeudi matin, selon les dernières estimations. Ensuite, c'est Nandorfa qui est attendu à Port-Olona. Le Hongrois devrait arriver en milieu de semaine prochaine, aux alentours du 8 février. Il terminerait alors à la 8e place du classement. On passe aux résultats sportifs du week-end dans le département, à commencer par la belle performance des footballeuses de La Roche-sur-Yon. Elles ont décroché leur ticket pour les 8e de finale de la Coupe de France. En rugby en Fédéral 3, La Roche-sur-Yon s'est incliné face à Vierzon. Et puis en hockey sur glace, le Haut-Glis s'est offert une victoire à domicile. Le résumé en images est signé Apolline Laurent. Elles tiennent leur revanche. Les filles de l'ESO ont réussi à éliminer l'équipe bordelaise qui les avait privées des 16e de finale de la Coupe de France féminine de football l'an dernier. Une victoire d'autant plus belle pour les joueuses de La Roche puisqu'elles mettent ainsi sur la touche un club de division supérieure. Le match était rythmé et les Ornésiennes n'ont pas lâché en maintenant la pression sur les bordelaises. Ces dernières s'inclinent donc 2-0. On a rectifié à la mi-temps en allant jouer un peu plus haut, en serrant plus haut, en serrant ensemble au milieu. On a récupéré plus de ballons et puis après on a pu enchaîner. Et puis on n'a pas été en danger sur cette deuxième mi-temps. Constance fait 2-3 arrêts solides qui permettent de voir qu'elle était présente. Et puis on a mis de beaux buts, donc tant mieux. Les filles de La Roche sont donc qualifiées pour les 8e de finale. Elles connaîtront ce jeudi le club qu'elles affronteront le 19 février prochain. Côté rugby, les Vendéens se sont bien battus pendant leur match contre Vierzon, mais la tension accompagnée de plusieurs maladresses et oublis de consignes ont été fatales pour le FC Lyonnais. Un contre de 60 mètres à la 79e minute ruine les espoirs des Vendéens. Résultat, Vierzon l'emporte à 38-28. En hockey, le Haut-Glis assure une place pour les playoffs et se conforte après une victoire contre l'équipe de Tours. Depuis la reprise, les Tourangeaux sont en proie au doute. Un état d'esprit morose qui a servi aux Vendéens qui n'avaient plus qu'à rester soudés et à se montrer offensifs. On se concentrait sur notre jeu, sur notre objectif. Et voilà. Ça basculait de notre côté, très bien pour nous. Après, on s'est battu pour. Une tactique qui a donc payé puisque le Haut-Glis s'impose 4-2. La motivation a fait cruellement défaut à l'équipe de rink hockey du Poiré-sur-Vie. Lors de sa rencontre avec Ploufragan, les hockeyeurs vendéens ont subi le match, se laissant complètement dominer. Ils se sont donc inclinés 8-4. Mais cette défaite n'est pas alarmante puisqu'il reste encore une dizaine de matchs pour se réveiller et éclairer le plancher. C'était l'un des événements culturels du week-end dans le département. La folle journée faisait étape en région. C'est devenu une habitude. Avant l'ouverture du festival de musique classique à Nantes, la manifestation débute dans plusieurs villes des Pays de la Loire. En Vendée, Châlons, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon ont ainsi vibré pendant 3 jours au rythme de la musique. Le rythme d'ailleurs au cœur de cette édition puisque le thème retenu cette année, c'était la danse. Reportage à La Roche-sur-Yon où la folle journée a attiré près de 8000 spectateurs. Pierre Dalicieux. Nous sommes bien à un concert de la folle journée. L'ambiance est assez loin de celle d'une salle de musique de chambre, même si ces rythmes entraînants laissent aussi la place au thème du festival, la musique classique. Ici, ces 3 jeunes musiciens interprètent un trio pour cordes et piano de Tchaïkovski.
45 minutes d'émotion et de beauté pour le plus grand plaisir des amateurs présents dans la salle. Le trio de Tchaïkovski est toujours très émouvant. Je dois avouer même que j'ai pleuré sur la finale, mais c'est vraiment très beau. Mais pas uniquement. La folle journée rassemble un large public qui n'écoute pas forcément de musique classique régulièrement. Pas du tout. Pourtant pas du tout, c'est ma belle-mère qui me fait découvrir ça, donc non, c'est intéressant, j'en écouterai peut-être plus à l'avenir. C'est de la musique classique, mais pas trop classique quand même, donc ça amène plein de publics différents. C'est pas que réservé à des mélomanes. Et c'est bien là l'objectif de la folle journée, faire découvrir au plus grand nombre une musique qui peut parfois impressionner. Ici on vient en famille et on peut se le permettre avec des concerts entre 2 et 12 euros. On s'est aperçu que le prix était une vraie barrière. C'est vrai, quand on vient en famille pour écouter une symphonie de Beethoven, si on paye 25 euros la place, on ne vient pas en famille. Vous voyez ? Et c'était une volonté de la folle journée, c'était aussi que tous ces concerts soient accessibles au plus grand nombre. La grande musique a donc attiré beaucoup de monde ce week-end en région Pays de la Loire. Et pour les retardataires, la folle journée de Nantes commence le 1er février jusqu'au 5. Comme chaque lundi, jetons un coup d'œil à l'agenda de la semaine. Parmi les rendez-vous, d'abord, on l'évoquait dans ce journal, les 16e de finale de la Coupe de France de football. Le Poiré-sur-Vie accueille ce mardi soir Strasbourg, club de Ligue 2. Coup d'envoi de la rencontre au stade de Lidonnière à 18h. Et puis mercredi soir, ce sera au tour des Herbiers opposés à un club de Ligue 1, Guingamp. Le match aura lieu à guichet fermé au stade Massabielle. Toutes les places ont été vendues. Deux rencontres que l'on suivra au plus près lors de nos prochaines éditions. Mercredi 1er février, les nouveaux tarifs des péages entrent en vigueur sur les autoroutes. Cette hausse doit permettre de financer les travaux sur le réseau, mais aussi de rattraper le gel des prix décidé en 2015. L'augmentation sera en moyenne de 0,8%, soit 10 à 20 centimes de plus par trajet sur les axes du département. Enfin, vendredi, ce sera le début de Chantapart. Le principe du festival, on le rappelle, ce sont les artistes qui s'invitent chez les particuliers ou dans des lieux originaux qui se transforment le temps d'un concert en salle de spectacle. Chantapart débutera vendredi avec une première soirée à Esnay. Une quarantaine de concerts au total est prévue d'ici le 2 avril dans le département. Avant de se quitter, les prévisions météo de ce mardi, ce sera une journée plutôt variable avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Quelques gouttes de pluie possibles, les températures resteront douces. Il fera 12 à 14 degrés dans l'après-midi. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité.